Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Nous sommes toujours dans l'attente de plus en plus impatiente de reprendre nos conférences Procléro au Cercle Interallié. J'ai hâte de tous vous revoir. Faisons, contre mauvaise fortune, bon cœur. Allons de l'avant sans se décourager. D'autant plus que Procléro, il y a une bonne nouvelle tombée récemment qui a motivé le thème de cette webconférence. En effet, après sa 3e place dans la catégorie diversifiée Europe des Grands Prix de la gestion d'actifs en 2018 et après son trophée de la finance responsable 2020 décerné par le magazine Investissement Conseil dans la catégorie allocation prudente Europe, je suis heureux de vous annoncer que la SICAV Procléro s'est classée meilleur fonds de sa catégorie sur 5 ans et a reçu fin avril le Lipper Fund Awards 2021 par Refinitiv pour la France. Donc, quand nous parlons de Procléro, nous présentons plus spontanément sa gestion éthique, sa gestion extra-financière. La réception de ce prix, une nouvelle fois pour sa performance financière, se révèle être une belle opportunité pour présenter la gestion financière mise en place par les équipes de Mescar pour la SICAV Procléro. C'est pourquoi je suis heureux d'accueillir pour cette présentation messieurs Benoît Vesco, directeur de la gestion, Guillaume Chalouin, responsable des gestions actions, et Guillaume Trutman, gérant obligataire et convertible, tous trois de Mescar Asset Management. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle, chers amis, que vous pouvez déposer vos questions sur le fil de conversation à droite de votre écran. Nous garderons quelques minutes à la fin pour y répondre. Messieurs, à vous la parole. Merci Pascal-André. On va revenir très rapidement en introduction sur le fonds Procléro et la façon dont il fonctionne. Il a un fonctionnement assez original puisque c'est une SICAV de partage. L'investisseur en a toute la performance, il investit dans un produit financier et on reviendra sur ses caractéristiques financières juste après. Indirectement, il participe à un don parce que la société de gestion fait un don d'une partie de ses frais de gestion à l'organisme bénéficiaire étant la communauté Saint-Martin. Et c'est bien ce cercle vertueux qui, entre les différentes parties prenantes, qui se met en place dans cette SICAV de partage qui est Procléro. Alors, quand on revient rapidement sur les caractéristiques de Procléro, on est sur un fonds diversifié avec en rythme de croisière, et je vais passer rapidement sur la slide suivante, environ, vous le voyez en bas à droite sur le camembert, environ 20% d'actions, le solde étant en produits obligataires, un horizon de placement de 3 ans, eu égard à sa diversification en actions et en obligations. Et vous voyez le comportement depuis la création, depuis 2012. On voit que le fonds se comporte tout à fait favorablement. C'est une performance annualisée de plus de 3% depuis la création, évidemment avec des périodes de volatilité, puisque nous n'avons pas été épargnés par des périodes de crise au cours de la période, mais bien entendu, on voit bien que la performance est au rendez-vous sur toute la durée de ce placement-là. Alors, Pascal Landré le disait en introduction, on est sur un fonds qui est reconnu pour sa performance financière, mais aussi sa performance extra-financière. Vous avez des deux côtés quelques éléments d'appréciation, des notes, que ce soit chez Morningstar ou Europerformance, qui sont les meilleurs, 5 étoiles, des classements, que ce soit chez Cantalis ou Europerformance, qui sont très favorables à Procléro dans sa catégorie, et des prix. Alors, que ce soit pour la performance financière, le fonds se compare avec des fonds classiques qui ne sont pas ISR, qui ne sont pas de partage. Il est évidemment comparé de la même façon. Il vient de recevoir le Lipper Fund Awards, on le disait en introduction. Il avait reçu en 2018 le Grand Prix de la GFI. Et du côté d'extra-financier, sur la partie droite du document, vous voyez que c'est un fonds qui a les meilleures notes côté Morningstar pour sa composition en termes de valeur et en termes de process extra-financier. Il a aussi les meilleures notes du côté de Climetrix, qui a un regard sur la performance environnementale du fonds. Et on a effectivement en 2020 reçu le trophée de la finance responsable qui récompensait Procléro aussi bien pour les performances financières que pour le processus de gestion extra-financière. Voilà, donc on arrive avec une SICAV de partage ISR à allier des performances extra-financières et financières
en un seul fonds, bien évidemment. Et on va revenir maintenant tout de suite dans une première partie avec Guillaume Truttmann sur la partie obligataire et on reviendra ensuite avec Guillaume Chalouin sur la partie action, la manière dont on gère le fonds au quotidien sur ces deux composantes-là. Guillaume, je te laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, sur la poche obligataire de Procléro, aujourd'hui, en chiffres, c'est 81 positions, un rendement à maturité de 1,54%, une sensibilité du portefeuille, enfin de la poche obligataire de 3,88 années, donc une duration de 3,88 années, ce qui se traduit par une duration du portefeuille dans son ensemble de 3,06 années, et une notation moyenne de triple B. Alors, la poche obligataire de Procléro, elle représente en moyenne 80% du fonds. Elle a un double objectif, c'est de disposer d'un moteur de performance en plus des actions, de la poche action, et également de jouer un rôle de coussin contracyclique par rapport aux actions, et j'y reviendrai. La poche obligataire, avec sa note de triple B en moyenne, on est évidemment plutôt sur des émetteurs privés, des entreprises privées, financières ou non financières, plus que des États, puisque les États aujourd'hui présentent des rendements proches de zéro, voire négatifs encore, malgré la récente remontée des taux. Et puis, cette poche obligataire sur les entreprises privées, elle est essentiellement sur de l'investment grade, des hautes qualités de crédit, mais également une diversification sur ce qu'on appelle le high yield, donc le haut rendement, avec des émetteurs aujourd'hui comme Forestia, par exemple, Ardagh Metal dans l'emballage en métal, Veralia ou Telenet dans les télécommunications en Belgique. Alors, si on regarde le graphique en haut à droite, dans le contexte actuel de reprise économique, finalement, on a renforcé récemment des secteurs un peu plus cycliques, notamment les financières et les services financiers, ainsi que d'autres secteurs comme l'automobile et la distribution, mais en conservant toutefois comme premier secteur dans le portefeuille les télécommunications, qui est aujourd'hui donc notre premier secteur, parfaitement immunisé encore face aux incertitudes liées à la crise sanitaire. Si on regarde le slide suivant, où là, effectivement, le précédent, et c'était effectivement, on parlait de diversification à travers des thèmes assez classiques, qui étaient les notations, les secteurs, notamment, ou l'échéancier, typiquement, sur lequel je ne me suis pas attardé, puisqu'il est tout à fait classique sur l'obligataire. Là, le slide-là, il est très intéressant, puisqu'il va traduire la diversification du portefeuille en termes de gestion sur les différentes classes d'actifs obligataires. Près de 40% du portefeuille aujourd'hui est constitué de titres investment grade classiques. Il s'agit donc du coussin contracyclique dont je parlais tout à l'heure et finalement qui va jouer un rôle d'amortisseur un petit peu si jamais on a demain une défaillance sur les actifs risqués comme les actions. Effectivement, c'est une poche du portefeuille qui profiterait d'une nouvelle vague de baisse des taux. Et puis, on a également 40% du portefeuille qui est représenté par des obligations avec des rôles distincts, qui sont le high yield, par exemple, les hybrides, et puis également les indexés long terme et les convertibles. Alors, le high yield et les hybrides, c'est pour la recherche de rendement, c'est d'apporter au portefeuille un rendement supplémentaire par rapport, en plus de la poche action. Et puis, les indexés long terme, elles, vont avoir comme objectif d'immuniser le portefeuille en cas de risque de hausse des taux et elles vont parfaitement jouer leur rôle depuis le début d'année. En 2020, pour un peu mettre tout ça en perspective, la poche obligataire, elle a représenté à peu près 50% de la performance de Procléro. Alors, évidemment, c'est une poche qui représente 80% du portefeuille, certes, mais quand on sait que les taux sont aujourd'hui à zéro, voire négatifs sur les obligations d'État, et très proches de zéro pour la majorité des obligations d'entreprise, effectivement, c'est intéressant de voir qu'une gestion active, finalement, permet de dégager de la performance sur l'obligataire. En 2021, ça s'est poursuivi, d'autant plus, puisque aujourd'hui, la poche obligataire en 2021 représente à peu près 33% de la performance du portefeuille, si on la décompose, sachant que 90% du gisement obligataire aujourd'hui est en performance négative. C'est-à-dire qu'en gros, on a les obligations d'État qui, en général, sont plutôt aux alentours de moins 3% de performance depuis le début de l'année, compte tenu de la hausse des taux. Et puis, les obligations d'entreprise, elles, aux alentours de moins 1% de performance depuis le début de l'année sur l'investment grade. Alors que, finalement, la poche obligataire de Procléro a contribué positivement à la performance du portefeuille. Donc, c'est l'intérêt de diversifier, finalement, nos investissements en obligations
à travers les différentes classes d'actifs que j'évoque et qui sont présentes sur ce slide, donc le high yield notamment, les hybrides et les indexés long terme. Il y a également une poche de convertibles pour 5% de portefeuille pour disposer d'obligations qui profitent de la hausse des marchés actions. Et à titre d'exemple, du coup, on parlait des indexés long terme aujourd'hui, ce sont des titres qui ont progressé d'environ entre 5 et 10% depuis le début de l'année, donc ça explique aussi la bonne performance de la poche obligataire. Si on s'arrête maintenant sur des investissements en particulier, ce que nous faisons et ce que nous recherchons sur la poche obligataire, je vais m'arrêter sur deux titres, deux exemples d'obligations sur lesquels nous avons investi dans Proclero. C'est en fonction finalement à la fois des filtres ISR qui sont définis dans la gestion de Proclero et également de notre scénario macroéconomique. Alors en juin 2020, on a investi dans parmi ces obligations. La première, donc en juin 2020, Crédit Mutuel Arkea. C'est un social bond de maturité 2029. C'est une obligation assez longue, certes, mais émise à l'époque avec une prime de risque très intéressante, large, et qui a finalement pleinement profité de la politique ultra accommodante de la Banque centrale européenne. Alors, elle a certaines particularités. La particularité de ce titre, c'est donc d'être un social bond qui va servir à financer des projets sociaux. Et là, précisément, il s'agissait de développement territorial et du financement de l'accès aux soins. Donc, vraiment un social bond qui est très spécifique, émis dans le cadre de cette pandémie. Mais au-delà de ces seules caractéristiques extra-financières, l'intérêt aussi pour nous, c'est d'investir sur des obligations sur lesquelles on considère qu'il y a un vrai potentiel d'appréciation. Et c'était le cas dans cette obligation qui a progressé de plus de 6% depuis l'émission, qui récemment, avec le mouvement de hausse des taux, s'est légèrement déprécié. Mais nous avons profité du coup pour renforcer notre position sur cette obligation récemment, en profitant de la baisse du titre, dont on pense qu'il est aujourd'hui encore très intéressant d'un point de vue valorisation. Et puis, le second titre sur lequel nous pouvons revenir, c'est l'obligation Green Bond de Forestia. Forestia, qui est un émetteur high yield, noté WB, qui a émis 400 millions d'euros d'obligations Green Bond le 17 mars 2021. Et c'est une obligation qui présentait un double intérêt pour nous, d'un point de vue extra-financier, le fait que ce soit un Green Bond, certes, mais surtout un Green Bond validé par notre équipe ISR, puisqu'on a en amont un travail de l'équipe ISR pour valider ou non les green et social bonds sur lesquels nous investissons dans Proclero. Et d'un point de vue ISR, c'était un green bond très intéressant, puisque c'était un projet ambitieux finalement, qui avait pour objectif le financement du développement des technologies de production et de stockage d'hydrogène en France. Et puis d'un point de vue gestion aussi, c'est une obligation qui avait un intérêt très important, puisque c'était un rendement de 2,375% à l'émission. Alors, ça peut paraître faible comme ça, mais quand on sait que Forestia, c'est un émetteur qui est WB, WB+, donc assez proche de l'investment grade, avec des leviers d'endettement qui sont très faibles, par rapport à, en tout cas, assez proches finalement des émetteurs BBB investment grade du secteur. C'est une obligation qui a un réel potentiel d'appréciation, puisque ce sont des émetteurs qui, depuis la récente crise, ont tendance à consolider de manière assez significative leur bilan. Et donc, ça s'est traduit par une appréciation du titre assez rapide sur Forestia, dès l'émission du titre, et qui présente encore aujourd'hui un rendement d'environ 2% par an. Voilà pour les deux obligations que nous souhaitons mettre en avant sur le portefeuille Proclero et que nous détenons encore en portefeuille aujourd'hui. Alors, pour terminer sur les obligations, quelles sont nos perspectives dans le contexte actuel d'inflation et de débat sur l'inflation? Alors, aujourd'hui, nul n'est capable de dire réellement où ira l'inflation. Ce qui est certain, c'est qu'on a des effets de base qui sont très forts aujourd'hui, compte tenu des niveaux il y a tout juste un an. On a des effets de base très forts et en même temps, on a effectivement des banques centrales et des États qui peuvent moduler leur politique monétaire et budgétaire en fonction d'une éventuelle surchauffe de leur économie, en fonction des niveaux d'inflation et des niveaux d'emploi. Typiquement, la Chine aujourd'hui qui resserre ses conditions de crédit, ça peut aussi être défavorable ultérieurement à l'inflation. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est que l'inflation, effectivement, elle progresse de manière assez significative aujourd'hui. Nous considérons qu'on n'aura pas une hausse tout aussi importante dans les prochains mois. Ça risque de s'atténuer et que finalement, les taux ne vont remonter que très progressivement dans les prochains mois, ce qui finalement nous oblige à poursuivre finalement notre gestion obligataire sur finalement le même rythme qu'aujourd'hui, avec
cette duration d'environ 4 ans qui aujourd'hui ne nous a pas impacté depuis le début de l'année. Et puis, on a toujours des facteurs qui sont très favorables sur l'obligataire, notamment pour le marché du crédit, puisqu'on a des liquidités abondantes avec les banques centrales actuellement, et la Banque centrale européenne continuera jusqu'à 2022 d'acheter des obligations d'entreprise, pardon, et finalement tend à plutôt assécher le marché du crédit. Donc, on va continuer à diversifier sur les obligations, sur des titres qui ont une faible corrélation aux obligations d'État, puisque la hausse progressive sera malgré tout, risque de voir finalement une baisse de la performance des obligations d'État. Et puis, également sur les secteurs qui profitent de cet environnement légèrement inflationniste, donc notamment, on en parlait tout à l'heure, le secteur financier, le secteur bancaire plus précisément. Et puis enfin, nous poursuivrons finalement nos investissements sur les obligations qui servent à financer la transition énergétique et le développement durable dans le cadre de notre gestion. Voilà pour l'obligataire. Et je laisse la parole maintenant à Guillaume Chalouin pour la poche action. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Sur les actions, alors nous avons décidé sur cette slide de vous présenter les principales caractéristiques de la poche action du fonds Procléro. Je commencerai par le graphique tout en bas à droite sur la répartition par capitalisation boursière. Ce qui est intéressant dans le cadre du fonds Procléro, c'est qu'on est sur un fonds toute capitalisation, c'est-à-dire qu'on va descendre très bas dans la cote pour aller chercher des dossiers d'investissement. Comme vous pouvez le voir donc, sur le graphique, à peu près une trentaine de pourcents de cette poche sont sur des titres dits petite et moyenne capitalisation. Et donc, ce sont ces titres qui sont dans notre référentiel de valeur éthique, notre périmètre d'investissement, ce qu'on appelle l'intégration positive. C'est-à-dire ces titres, souvent sur des acteurs donc, de niche, ces titres qui vont amener un élément positif de par leur activité sur le plan humain ou environnemental ou encore social. L'autre répartition qu'on souhaitait mettre en avant, c'est la répartition géographique. Et au-delà de la répartition de la poche action sur un plan purement place de cotation, on voit, c'est l'objet du graphique en haut à droite, une prépondérance, c'est vrai, de la France. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est de bien avoir en tête que la répartition par chiffre d'affaires de l'ensemble des émetteurs qui sont dans le fonds nous donne une diversification géographique importante et même mondiale, puisqu'on constate qu'en fait, on a sur l'Europe à peu près 56% de la poche action, sur l'Amérique du Nord presque un quart, un petit peu plus de un quart, et puis une autre partie sur l'Asie-Pacifique et le reste du monde. Donc, ce qui nous permet d'avoir un portefeuille qui géographiquement peut jouer, on le verra dans des exemples tout à l'heure, différentes zones géographiques à partir d'émetteurs européens et qui sont analysés, bien sûr, par notre recherche ISR dans l'axe des critères éthiques de Procléro. Alors, sur la répartition sectorielle, un peu à la manière dont Guillaume l'a fait sur l'obligataire, je souhaitais mettre en avant non pas une répartition sectorielle classique, mais plutôt une répartition par thématique. Pourquoi? Pour pouvoir rentrer directement dans les moteurs de performance en fait de la poche action de Procléro et de vous montrer par quelques exemples comment, par exemple, l'année dernière, le fonds la poche action a pu tirer son épingle du jeu. Alors, une grosse représentation en termes de thématiques, c'est celle de la digitalisation à laquelle on croit pas mal. Donc ça fait partie de ces thématiques dites de croissance qui sont plutôt à moyen long terme. On sait que la digitalisation et la crise du Covid l'a montré est en croissance dans nos sociétés. Ah, on t'a perdu, Guillaume. Je vais peut-être passer les slides suivants, le temps que Guillaume revienne pour sa présentation. Voilà, vous avez quelques exemples ensuite. On a vu les thématiques tout à l'heure et quelques exemples plus frappants sur les différentes thématiques, digitalisation, énergie renouvelable évidemment, santé, efficacité énergétique qui sont les
les thématiques qui sont favorisées assez logiquement dans le portefeuille. Vous retrouvez à chaque fois quelques valeurs emblématiques. Évidemment, ce ne sont pas les seules dans le portefeuille, mais quelques valeurs emblématiques que Guillaume a mis en avant dans son portefeuille. On retrouve Worldline, Albioma dans les énergies renouvelables, Bastille dans la santé, Schneider Electric dans l'efficacité énergétique ou Alstom dans la mobilité durable. On retrouve le traitement de l'eau et les déchets avec Veolia, l'alimentation et nutrition avec Nestlé, l'économie circulaire avec SEB par exemple. Et quelques exemples justement pour revenir sur ces valeurs-là. Et par exemple, si je passe sur le slide suivant, vous retrouvez comme valeur, par exemple, SEB, tout à l'heure on l'a vu, SEB qui a mis en place toute une stratégie adaptée à l'économie circulaire, de recyclage et de réparation de ces produits, avec la mise en place de pièces détachées qui sont disponibles sur une longue période. Voilà, et c'est évidemment des pratiques qui nous intéressent beaucoup et qui permettent aussi, ce qui n'est pas toujours évident comme ça en premier lieu, une croissance relativement forte de la valeur, ce qui est parfois, qui peut être vu de manière contre-intuitive, mais qui est bien la réalité avec des consommateurs qui comprennent l'intérêt d'acheter ce type de produit-là et qui valident ce type de démarche. Autre exemple, alors là on revient dans tout ce qui est digitalisation et semi-conducteurs, qui a d'ailleurs défrayé un peu l'actualité. Alors, pardon, je reviens sur le slide, qui a défrayé la chronique, puisqu'on parle évidemment de pénurie dans les semi-conducteurs, et on voit bien tous les enjeux dans notre économie actuelle, de plus en plus digitalisée, d'avoir une source d'approvisionnement stable sur les semi-conducteurs. Alors ASML n'est pas un producteur de semi-conducteurs, il fabrique les outils, les machines qui vont permettre de fabriquer ces semi-conducteurs, donc il est en amont de la chaîne, et c'est l'un des leaders mondiaux. On a bien vu que cette chaîne d'approvisionnement était très concentrée par quelques acteurs qui avaient chacun une spécialité très forte sur un des métiers de la chaîne d'approvisionnement. ASML est un des champions européens sur toute cette chaîne d'approvisionnement et de production des semi-conducteurs. Donc là, on voit bien que c'est un élément maintenant stratégique et décisif pour l'ensemble de nos productions et de nos industries. Voilà. Pour revenir de manière plus générale sur nos perspectives sur les marchés actions, on a eu, et on l'a tous constaté depuis le début de l'année, je reviens, désolé, sur le slide, on l'a tous constaté depuis le début de l'année, un marché action extrêmement vigoureux et très positif, et c'est une très bonne nouvelle. Et le marché, en fait, signalait ce rebond dû à une relance forte budgétaire des États, à un soutien massif des banques centrales et à la réouverture progressive des économies que le marché a acté, que le marché action en particulier a acté par cette hausse vigoureuse. Alors, on pense que les perspectives restent très favorables et que ce soutien va perdurer et va permettre, grâce à cette réouverture qui se confirme, des économies progressives, va permettre une progression continue des marchés actions, probablement à un rythme plus modéré cette fois-ci. On a des performances à 2 chiffres sur les marchés actions, notamment en Europe, mais pas que depuis le début de l'année. On pense qu'on peut avoir une période de tassement et d'hésitation qui amènera à une sélectivité plus grande sur le portefeuille nécessaire, puisque les investisseurs vont se focaliser sur les entreprises gagnantes, celles qui affichent les meilleurs résultats et les meilleures perspectives dans la continuité de cette relance. Voilà. Tout ce qui est évidemment entreprises cycliques nous intéresse, des entreprises qui sont vraiment les acteurs de cette mutation, puisque la crise a laissé des traces et a changé un certain nombre de comportements, et notamment dans ce contexte, l'ensemble des petits et moyens valeurs nous semble pouvoir tirer un grand avantage, parce qu'elles sont plus réactives, plus spécialisées sur certaines thématiques qui vont devenir d'avenir. Voilà de manière générale sur les perspectives sur les marchés actions. Vous voyez une vision positive. Je passe rapidement sur les notes ISR, tout simplement parce que on est sur un fonds en amont, et on va le revoir après, où l'analyse ISR, évidemment, permet de sélectionner un univers d'investissement dans lequel, aussi bien sur la partie obligataire que sur la partie action, nous pouvons gérer nos poches. Évidemment, quand on regarde les portefeuilles, les valeurs ont des notes ISR les meilleures,
et on les complète par notre analyse interne, notre équipe d'analyse ISR interne, soit par de l'intégration positive pour les plus petites et moyennes valeurs du côté action, soit par des green et social bonds côté obligataire ou une analyse interne qui permet de compléter l'ensemble de la poche obligataire. Et puis, sur ASCAP Procléro, une organisation originale, adaptée, une gouvernance adaptée qui permet à chacune des parties prenantes de s'exprimer et d'interagir. Vous voyez en amont le comité exécutif qui garantit le respect et l'amélioration continue de la charte éthique de Procléro. Ensuite, le comité de pilotage qui suit l'animation, suit la gestion extra-financière et financière organisée par Mescart et qui interagit d'une part avec le comité ISR qui sélectionne en cohérence avec la charte éthique, qui sélectionne un univers d'investissement et les gérants financiers dont nous avons vu le travail aujourd'hui, qui évidemment, en fonction des perspectives financières, construisent le portefeuille, l'adaptent, l'animent et l'arbitre si nécessaire. Autour de cette gouvernance originale, d'un côté, le comité pro persona, qui est un groupe de travail, de réflexion sur l'investissement éthique et qui interagit avec l'ensemble des parties prenantes du fonds. Et de l'autre côté, les événements Procléro, par exemple, comme ce matin, l'animation aujourd'hui, qui permettent d'interagir avec l'ensemble des investisseurs dans Procléro et d'expliquer tout le travail autour de la SICAV Procléro. Voilà sur l'organisation générale. Je laisse peut-être Pascal André dire quelques mots de conclusion avant de prendre vos questions. Je vois qu'il y a quelques questions qu'on pourra prendre assez rapidement. N'hésitez pas d'ailleurs à saisir ces questions sur votre bandeau de droite de l'écran. Non, je pense profiter de prendre les questions maintenant, Benoît. Oui. Puis je terminerai après. Très bien. Alors, juste, je vois rapidement une question et je vais laisser peut-être Guillaume Trutman répondre, mais on l'a abordé très rapidement tout à l'heure sur l'inflation, les perspectives du portefeuille dans un contexte inflationniste potentiel. Guillaume, comment on gère notre portefeuille obligataire dans cette période-là? Oui, alors sur la poche obligataire, c'est certain qu'une remontée des taux n'est pas forcément favorable aux obligations. Une remontée des taux, ça signifie une baisse du prix des obligations d'un point de vue théorique, strictement théorique. Donc effectivement, la poche placement refuge qu'on a évoquée, la poche investment grade, effectivement, si la hausse des taux se poursuit, on aura évidemment, on risque d'avoir effectivement une baisse de la valorisation de cette poche. Néanmoins, aujourd'hui, il y a déjà deux choses à avoir à disposer de cette poche. Effectivement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, un peu le coussin contracyclique, donc d'amortisseur en cas de soubresaut sur les actifs risqués. Et puis, également, on considère aujourd'hui que les taux ont déjà fait un bon chemin dans la hausse depuis le début de l'année, avec effectivement une inflation dont la progression devrait être limitée, en tout cas, malgré les effets de base significatifs actuellement, à l'avenir, l'inflation sera très progressive finalement. Et du coup, on conserve cette poche-là aujourd'hui, et à côté de ça, on maintient pour moitié de la poche obligataire finalement une poche de recherche de rendement avec là effectivement toute cette diversification que j'évoquais tout à l'heure et ces titres un peu spécifiques par exemple qui nous immunisent contre la hausse des taux. La poche placement refuge, cette poche investment grade, effectivement un peu plus sensible, elle a néanmoins une duration assez limitée. L'échéancier, on ne s'est pas attardé dessus, mais entre 3 et 7 ans, c'est la majorité de nos investissements obligataires. C'est là où il y a, selon nous, le plus de performance. Et puis finalement, on a un rendement, même s'il est assez faible sur les placements refuge, un rendement qui est relativement qui présente beaucoup de sécurité, puisqu'on a la Banque Centrale Européenne qui achète beaucoup d'actifs toujours aujourd'hui sur ce type de titre. Guillaume, juste une dernière question, je vois que le temps passe. De manière très générale, sur la diversification du portefeuille, aussi bien sur la poche obligataire, la poche action, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment elle est gérée? Oui, alors le portefeuille, il peut paraître très diversifié comme ça, effectivement. Il y a à peu près un peu moins de 130 lignes. Ça traduit néanmoins quand même une gestion de conviction très forte, parce qu'en fait, on gère de manière totalement,
pas distinct. Il y a évidemment de l'allocation et un comité qui va travailler sur l'allocation du portefeuille, mais en revanche, ensuite, les poches obligataires et actions sont gérées comme des portefeuilles distincts, effectivement. Donc, effectivement, un poids qui peut paraître assez faible, notamment sur des actions en général, finalement, représente, quand on isole uniquement la poche action, un poids assez important. Et c'est le cas, par exemple, d'ASML qui représente entre 3 et 4% du portefeuille, je crois, de la poche action, même s'il n'en représente qu'environ 1% du portefeuille. Donc voilà, c'est deux portefeuilles distincts gérés par les équipes obligations et actions. En amont de cela, il y a des comités d'allocation pour effectivement définir les grandes orientations stratégiques du portefeuille, notamment en termes d'exposition action. Merci Guillaume. Alors je vois que le temps imparti est déjà passé. N'hésitez pas évidemment à nous contacter, comme d'habitude, en direct auprès de Mescart ou directement auprès de Don Pascal André si vous avez des questions complémentaires. Don Pascal André, je vous laisse la parole pour le mot de conclusion. Oui, merci. Merci à Benoît Vesco, directeur de la gestion, à Guillaume Chalouin, responsable des gestions actives qui a disparu entre-temps de nos écrans, Guillaume Trutman, gérant obligataire et convertible chez Mescart. Merci pour cette présentation, merci pour les réponses. L'inquiétude sur le marché obligataire, on la comprend bien. Merci de bien suivre ça. On peut répondre à vos questions par mail ensuite, donc n'hésitez pas, si vous avez encore quelques questions à poser, mettez-les sur le bandeau. Donc merci à toute l'équipe, à tous les trois et à toute l'équipe de Mescart, tous ceux qui sont derrière vous trois qui s'occupent de la SICAV Procléro, et ils sont nombreux chez Mescart. Le Lipper Award vous revient et vient récompenser votre engagement et vos compétences. Je termine cette conférence en vous annonçant que la prochaine conférence Procléro aura lieu le mardi 21 septembre à 8h30 en présentiel au Cercle Interallié. Notre conférencier reporté de mois en mois, mais tant attendu, sera M. Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale, ancien directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale. Il est aujourd'hui le fondateur et le directeur général du fonds d'investissement Blue Like and Orange Sustainable Capital, fondé en 2017. Nous nous réjouissons de l'accueillir et de l'entendre. Et je continue aussi à vous recommander la lecture des cahiers Pro Persona. Souvent, vous les récupériez à l'issue des conférences Procléro. Donc maintenant, vous pouvez aller les trouver sur le site propersona.fr. La publication des cahiers mensuellement a continué. On a fait ces derniers mois une longue série de cahiers sur l'investissement éthique. On sortira le 10e cahier sur ce thème le mois prochain. D'ailleurs, celui du mois de juin, là, qui va sortir, sera un cahier double, un peu plus épais, pour fêter la publication du 50e cahier Pro Persona. Donc, c'est une étape. Et ce cahier portera sur la spiritualité de l'investisseur. Donc, un cahier à lire à tête reposée cet été. Il ne pourra que nous faire du bien à tous. Je vous souhaite donc un été reposant, ressourçant, aérant, et aussi avec les cahiers Pro Persona. Un été de retrouvailles et de rencontres bien humaines, en chair et en os. Je vous souhaite la joie de vivre des relations vraies, les yeux dans les yeux. Il faut retrouver la proximité. La distanciation sociale ne sera jamais le chemin du bonheur. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette proximité. Bel été à toutes et à tous. À la joie de vous retrouver le 21 septembre à 8h30 au Cercle Interallié autour de M. Bertrand Badré. Merci de votre attention et très bonne journée à tous.